Elle sourit en voyant la robe de mariée dans le carton marqué « Gascogne 1952 ». Mais quand ses doigts effleurent la tache brune à la taille, elle comprend que ce n'est pas une robe de joie, mais le linceul d'un enfant mort-né. Ce que Léa ignorait, c'est que sa grand-mère avait épousé 2 fois le même homme pour enterrer la même douleur. Je me souviens de la voix de Léa au téléphone, ce tremblement que je connaissais trop bien. Avant d'ouvrir cette poche, j'ignorais que les objets pouvaient pleurer. La lettre cousue dans l'ourlet disait ce que personne n'avait jamais osé dire. Le vieil homme dans le jardin n'a pas eu besoin de voir la tache pour savoir. Tout a commencé avec ce message d'une femme que je ne connaissais pas. Le message d'aujourd'hui venait d'une femme qui avait vidé la maison de sa mère, décédée 3 mois plus tôt, dans le quartier de la Reinerie, à Toulouse. Elle avait trouvé un carton thermocollé avec du scotch jaune, marqué Gascogne 1952 au feutre. La mère n'avait jamais parlé de la Gascogne. N'en avait jamais rien dit. C'est curieux, les voyages dont personne n'a parlé. J'ai téléphoné. La voix de la femme tremblait légèrement, cette vibration particulière de quelqu'un qui vient de toucher un objet chaud sans savoir s'il va le brûler. Elle disait, il y a une robe de mariée dedans. Elle n'est pas à ma mère. Elle n'est à personne que je connais. C'est là que tout commence, en général. Dans cette phrase-là, je lui ai demandé de m'envoyer des photos. Pendant que j'attendais, je me suis fait un café que je n'ai pas bu. Mon petit-fils m'a laissé un mot sur le frigo. Mamie, arrête de prendre des trésors chez les morts. Je lui ai répondu par un smiley, mais il avait raison. C'est exactement ce que je fais. Je prends des trésors. Mais je ne les garde pas. Je les rends. Les photos sont arrivées. Une robe en taffetas ivoire, avec des manches pagodes et une ceinture en satin. Du travail artisanal, des ourlets faits à la main, des points minuscules comme des fourmis. Il y avait aussi un faire-part imprimé, mariage de mademoiselle Simone Delma et de monsieur André Rivière, église Saint-Saint-Cernin, 14 juin 1952. Et puis une photo. Une femme en robe de mariée, un homme en costume sombre, tous les deux devant un mur de briques. L'homme avait une cicatrice sur la joue gauche, une entaille blanche qui coupait son sourire en 2. La femme regardait l'objectif comme on regarde un ennemi. Mais ce n'est pas le plus étrange. Le plus étrange, c'est la robe. Elle avait une tache brune, irrégulière, à hauteur de la taille. On ne la voyait pas sur la photo. Sur la photo, la robe était immaculée. La tache était arrivée après. Quelque chose s'était passé après la cérémonie. J'ai rappelé la femme. Elle s'appelait Léa. 32 ans, mère de 2 enfants, institutrice à Ramonville. Elle avait gardé la robe dans sa chambre d'amis depuis 3 semaines, sans savoir quoi en faire. « Vous voulez que je vienne voir ?» j'ai demandé. Elle a hésité. « Pourquoi vous ?» C'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi moi? Parce que je suis vieille, parce que j'ai du temps, parce que je sais lire les objets mieux que les humains. Parce que je n'ai pas peur de l'inconnu dans les cartons. Parce que j'ai fait de cette peur mon métier. Je trouve les gens à qui ces histoires appartiennent, j'ai dit. C'est tout. Le lendemain, j'ai pris le train pour Toulouse. La vieille gare Matabio, avec ses lumières jaunes qui tremblent dans le crépuscule. J'ai marché jusqu'à la Reinerie, le long du canal, sous les platanes taillés courts. L'immeuble de Léa était un bâtiment des années 70, avec des balcons en béton et des stores vénitiens. L'ascenseur était en panne. J'ai monté 4 étages en soufflant. Mes genoux m'ont rappelé que j'avais 79 ans. Léa m'a ouvert avec un bébé sur la hanche. Elle avait les yeux rouges. Pas de chagrin. De manque de sommeil. Je connais cette fatigue. Elle m'a montré la robe, posée sur le canapé, dépliée, comme un corps qu'on n'a pas encore enterré. J'ai cherché Simone Delma, elle a dit. Je suis remontée jusqu'à un acte de mariage. Mais la Simone qui s'est mariée en 1952, ce n'est pas ma grand-mère. Ma grand-mère, elle s'appelait Simone aussi. Mais elle s'est mariée en 1956. Avec André Rivière. Le même nom. Le même homme. Elle a marqué une pause. Ma grand-mère s'est mariée 2 fois. Avec le même homme. À 4 ans d'intervalle. Je me suis assise. Pas parce que j'étais surprise. Parce que j'avais besoin de réfléchir. Mes mains ont trouvé le tissu de la robe. Le taffetas était rêche, comme une peau qui a séché. La tache brune formait une carte irrégulière, un continent inconnu. Je ne sais pas ce que ça signifie, a dit Léa. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je commence toujours par l'objet. L'objet ne ment pas. Il garde les preuves. Il ne les interprète pas. C'est pour ça que je l'aime. J'ai retourné la robe. À l'intérieur, dans la doublure, près de la taille, j'ai senti une épaisseur inhabituelle. Un renfort, ou une poche. J'ai passé mes doigts dessus. Il y avait quelque chose de cousu dans l'ourlet. Maintenant, voilà où ça devient intéressant. Beaucoup de gens gardent des objets parce qu'ils ont peur de les perdre. Mais certains les cachent parce qu'ils ont peur qu'on les trouve. Il y a une différence. La robe avait été confectionnée pour être vue. La cache, à l'intérieur, était faite pour ne jamais l'être. J'ai demandé une paire de ciseaux fins. Léa m'a apporté des ciseaux à broder. J'ai coupé les fils un par un. La poche contenait une enveloppe en papier craft, pliée en 4. Dedans, un certificat de baptême au nom de, j'ai dû le relire 2 fois. Au nom de Simone Delma et André Rivière. Avec une date.
Le 15 février 1953. Et une mention, enfant mort-né. Pas de prénom. Sous le certificat, une lettre. Une seule page. L'écriture était fine, penchée à droite, les lettres parfois tremblantes. André, je ne peux pas porter cette robe une deuxième fois. Elle est pleine de ce qui n'est pas arrivé. Je la garde parce que tu me l'as offerte. Mais je ne la porterai plus jamais. Simone. Et en bas, d'une autre encre, plus foncée, comme une deuxième main, je t'attendrai. Je t'attends toujours. Arrête. Je savais que cette robe n'avait jamais été portée une deuxième fois, mais je ne savais pas encore qu'elle avait été écrite pour ne jamais être portée une première. Léa regardait par-dessus mon épaule. Elle avait posé le bébé dans un transat. Il gazouillait. Je me suis demandé si Simone avait gazouillé aussi, avant de mourir sans nom. Il y a une autre Simone dans votre arbre, j'ai dit. Quelqu'un qui porte le même prénom. Une sœur, une cousine. Léa a secoué la tête. Ma grand-mère était fille unique. Alors c'est elle. Elle s'est mariée 2 fois avec le même homme parce que le premier enfant n'a pas survécu. Avez-vous déjà découvert, dans une boîte ou une histoire de famille, un secret comme ce double mariage, un événement que personne n'avait jamais raconté, et qui change tout? Elle a changé de robe. Elle a changé de date. Mais elle n'a pas pu jeter la première. C'est horrible. C'est humain. Je lui ai demandé si elle avait un accès aux archives de l'état civil. Elle a dit oui, par le boulot de son mari. On a passé l'après-midi à fouiller. Et on a trouvé la vérité, ou du moins une partie. Simone Delma s'était mariée une première fois le 14 juin 1952. L'enfant était né en février 1953, mort-né. En mars 1953, André Rivière avait quitté Toulouse. Destination Inconnue. Il était revenu en 1955. Il s'était remarié en 1956. Pourquoi? Parce que le premier mariage, après la mort de l'enfant, ne voulait plus rien dire. Parce qu'il fallait recommencer. Parce qu'on ne peut pas survivre à un bébé mort sans changer de peau. Mais pourquoi la robe? Pourquoi la cacher dans la robe? Je crois que la robe était la preuve. La preuve que le premier mariage avait existé. La preuve que Simone avait été heureuse, un jour. La preuve qu'elle avait porté cette robe avec fierté, avec joie, avec l'espoir que tout irait bien. Et quand l'enfant était mort, la robe était devenue une accusation. Elle disait, « Regarde, tu es heureuse. Regarde ce que ça donne. » Alors Simone l'avait cachée. Pas pour oublier. Pour ne pas avoir à la regarder. Mais elle n'avait pas pu la jeter. Personne ne jette ce qui lui a fait du bien. J'ai pensé à ma propre mère, qui gardait une nappe tachée dans un tiroir, celle du dîner où mon père lui avait demandé sa main. La tache, c'était du vin renversé. Mon père était maladroit. Il riait. 60 ans plus tard, la nappe était encore là, avec la tache. Ma mère disait, c'est le seul endroit où il a laissé une trace qui ne s'efface pas. Mon père était mort depuis longtemps. Les objets, ils nous ressemblent. Ils portent nos cicatrices. Léa aimait regarder. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Vous voulez que je cherche André Rivière? Il est mort. Pas forcément. Vous avez cherché? Elle a haussé les épaules. J'ai peur. Moi aussi, j'ai peur, tous les jours. Peur que la prochaine boîte contienne quelque chose que je ne peux pas réparer. Peur de trouver trop tard. Peur de ne pas trouver du tout. Mais c'est pour ça qu'on continue. Parce que l'alternative, c'est laisser les tâches sans histoire. J'ai proposé d'appeler ma nièce, qui travaille aux archives départementales. Elle a accès au registre militaire, aux listes électorales, au recensement. André Rivière, né en 1931, aurait eu 92 ans. Peut-être vivant. Peut-être pas. On pouvait vérifier. La vraie erreur ici, c'est de croire qu'on cherche la fin de l'histoire. On cherche juste le prochain chapitre. Parfois, il n'y a pas de fin. Parfois, l'histoire s'arrête au milieu d'une phrase, et c'est à nous de décider ce qui vient après. Je suis rentrée chez moi, dans mon appartement de la rue Saint-Théodore, près de la place du Capitole. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai tapé Rivière André 1931-1952 Simone Delma dans tous les moteurs de recherche possibles. Rien. J'ai appelé ma nièce. Elle a promis de regarder demain. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je repensais à la robe. Pas à la tache. Pas au certificat. À la façon dont le taffetas avait plié sous mes doigts. À la texture de la cache. À la douceur du satin à l'intérieur de la ceinture. Les objets racontent des choses que les mots ne peuvent pas. Le taffetas de 1952 était plus épais que celui d'aujourd'hui. Les fils étaient en soie, pas en polyester. On sentait la main de la couturière, la précision des points, l'amour mis dans chaque ourlet. Ce que je n'ai pas dit à Léa, c'est que je savais exactement ce qu'elle ressentait. Parce que moi aussi j'ai trouvé une robe de mariée, un jour. C'était dans la cave de mes parents, après la mort de ma mère. Une robe en dentelle ivoire, avec un voile en tulle. Elle n'avait jamais été portée. Ma mère ne s'était jamais mariée. Je l'ai demandé à mon père. Il a détourné les yeux. Elle était pour ta sœur, il a dit. Celle qui n'est pas née. Voilà. 2 robes. 2 enfants morts.
2 fantômes qui portent du taffetas. On ne guérit pas de ces choses-là. On apprend à vivre avec les tâches. Le lendemain, ma nièce m'a rappelé. André Rivière était vivant. Il habitait une maison de retraite à Castres. Inscrit sous le nom de Rivière, sans prénom sur la boîte aux lettres. Mais les registres le confirmaient. Né en 1931. Veuf depuis 2002. Simone était morte d'un cancer. Pensez-vous que la narratrice a raison de continuer à s'immiscer dans les secrets des défunts, ou devrait-elle suivre le conseil de son petit-fils? Il n'avait pas d'enfant. J'ai rappelé Léa. Vous voulez venir avec moi à Castres? Elle a hésité 3 secondes. Puis elle a dit oui. Simone Delma n'avait jamais existé pour personne, sauf pour la robe qui l'attendait depuis 70 ans. Le voyage a duré 1h30. Léa avait la robe dans un sac en toile, plié avec soin, comme un drapeau de reddition. On s'est garé devant la résidence, un bâtiment en briques rouges avec une glycine qui grimpait jusqu'au 1er étage. Une odeur de soupe et de désinfectant flottait dans le hall d'entrée. André Rivière était assis dans le jardin, sur un banc, près d'un bassin à poissons rouges. Il avait une canne à côté de lui et un béret sur la tête. Quand on s'est approché, il a levé les yeux. Il avait la même cicatrice que sur la photo. La même entaille blanche. Il a regardé Léa, puis le sac, puis moi. C'est la robe, il a dit. Pas une question. Une affirmation. Comment savait-il? J'ai posé le sac sur le banc à côté de lui. Il ne l'a pas ouvert. Il a juste posé sa main dessus. Je l'ai cousu moi-même, il a dit. La cache. Après la mort de l'enfant. Simone ne savait pas. Je lui ai rendu la robe après l'avoir modifiée. Elle ne s'est jamais doutée que j'avais mis la lettre dedans. Je n'ai jamais osé lui dire. Il s'est arrêté. Il regardait les poissons rouges tourner en rond dans le bassin. Pourquoi vous avez mis la lettre? J'ai demandé. Il a réfléchi. Parce qu'un jour, quelqu'un la trouverait. Et que cette personne saurait que nous avons existé. Que nous avons aimé. Que nous avons perdu. Et que nous avons continué quand même. Il a ouvert le sac. Il a sorti la robe. Il a tenu comme on tient un enfant qui dort. Et puis il a pleuré. Léa a posé sa main sur son épaule. Il n'a pas la retirée. On est restés là, toutes les 3, dans le jardin de la maison de retraite, à regarder un vieil homme pleurer sur une robe qu'il avait cousue 70 ans plus tôt. Sur le chemin du retour, Léa conduisait en silence. J'ai regardé les champs défiler. Des tournesols, des vignes, des maisons aux toits de tuiles. La robe était sur la banquette arrière, dans son sac. André nous avait dit de la garder. Elle est à vous maintenant, il avait dit à Léa. Vous êtes la seule famille qui reste. Quand on est arrivé devant chez Léa, elle a coupé le moteur. Je ne sais pas quoi faire avec cette robe, elle a dit. Je ne peux pas la porter. Je ne peux pas la jeter. Alors gardez-la, j'ai dit. Posez-la dans un placard. De temps en temps, ouvrez la porte. Regardez-la. Elle vous dira ce qu'elle veut que vous sachiez. Léa a souri. Pas parce que c'était drôle. Parce que c'était la seule chose à faire. Je suis rentrée chez moi, rue Saint-Théodore. J'ai fait chauffer de l'eau pour du thé. Mon petit-fils m'a appelé pour me dire bonsoir. Il m'a demandé si j'avais trouvé un trésor aujourd'hui. Oui, j'ai dit. Un trésor qui n'appartient à personne. Et à tout le monde. Il n'a pas compris. Mais ça n'a pas d'importance. La robe est dans ma chambre, maintenant. Léa me l'a donnée. Gardez-la jusqu'à ce que vous trouviez à qui elle doit aller, elle a dit. Je l'ai posée sur le fauteuil, près de la fenêtre. La lumière du soir lui donne une couleur ambrée, profonde, chaude. Je crois que je vais la garder longtemps. Parfois, je sors de mon lit, la nuit, et je la touche. Le taffetas a un son particulier. Un froissement sec, comme des feuilles mortes. La tache est toujours là. Elle ne partira pas. C'est la preuve que quelque chose est arrivé. Demain, je vais écrire à André. Pour lui dire que la robe est en sécurité. Que je l'ai posée près d'une fenêtre qui donne sur un jardin de glycine et de tournesol. Qu'elle est belle, encore. Qu'elle n'a pas perdu sa mémoire. Je ne lui dirai pas que je pleure aussi, parfois, quand je la tiens. Que je pense à ma sœur qui n'est pas née, à ma mère qui n'a pas porté sa robe, à tous ces amours qui n'ont pas eu le temps de finir. Mais je crois qu'il le sait. Les objets savent. Quand on les touche longtemps, ils finissent par nous raconter leur histoire. C'est ce que j'ai compris, à 79 ans. On ne possède pas les objets. On les traverse. Et eux, ils nous portent. J'ai reposé la robe. Je suis allée dans la cuisine. J'ai bu mon thé froid. La nuit était calme. Dehors, Toulouse brillait sous la lune. Dans 3 jours, je vais retourner à la Reinerie. Léa m'a invitée à dîner. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé autre chose dans la cave. Une boîte en fer, avec des lettres. Des lettres d'André à Simone, écrites entre 1953 et 1955. Pendant les 2 ans où il était parti. J'ai dit oui, évidemment. Il y a des histoires qui ne finissent jamais. Elles attendent juste que quelqu'un les trouve. J'y vais toujours. Cette poche cousue dans la robe de Simone, vous l'auriez ouverte ou laissée fermée. Si cette histoire vous a serré le cœur en retrouvant un secret de famille oublié, le pouce bleu est pour ça. Vous qui gardez un objet muet chargé de souvenirs que personne ne connaît,
cette chaîne est votre refuge.